Journaliste chevronnée et icône de la presse féminine audiovisuelle en République démocratique du Congo, Chantal Kanimbo est connue pour sa diction parfaite, son esprit d'indépendance, son professionnalisme, sa liberté d'expression, sa discrétion et surtout son goût prononcé pour la lecture. Mais comment a-t-elle acquis toutes ces valeurs et comment se présente son parcours professionnel? Vous trouverez des éléments de réponse dans un reportage que vous proposera la rédaction de Paroles des femmes. Mémoire, les plus belles années de ma vie, tel est le titre de l'ouvrage de notre invitée de ce jour. Chantal Kanimbo, l'auteur, partage d'une part, à travers cette autobiographie de 296 pages, quelques moments forts de sa vie, partant de son enfance jusqu'à sa vie professionnelle, et d'autre part, son témoignage relatif à certains événements qui se sont déroulés en RDC. Elle nous en parlera dans la rubrique Rencontre. Et pour terminer, nous respecterons notre tradition en ouvrant comme à l'accoutumée le portail de l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro de Paroles des femmes, votre rendez-vous hebdomadaire qui met en exergue mieux, qui met à l'honneur les femmes ainsi que celles qui luttent pour leur émancipation. Aujourd'hui, nous parlerons femmes, carrière professionnelle et surtout ouvrages littéraires en compagnie de Chantal Kanimbo, l'icône de la presse féminine audiovisuelle ici en RDC. Notre invitée a écrit un livre, un chef-d'œuvre intitulé « Les plus belles années de ma vie », un livre où elle relate sa vie personnelle, son parcours professionnel et pourquoi pas les réalités du métier ici au Congo. Elle nous en parlera librement, ce sera tout à l'heure, juste après ce reportage. Regardez. Originaire du Katanga, Chantal Kanimbo est une journaliste politique congolaise, mieux une icône de la presse féminine audiovisuelle. Connue pour sa parfaite diction, son professionnalisme et son goût prononcé pour la lecture, elle est un modèle et une source d'inspiration pour toute une génération de journalistes congolaises. C'est vers la fin de ses études primaires qu'elle se découvre un attrait pour le journalisme, attrait qui se transforme en une vraie passion. Ayant résolu de s'investir pour son rêve de devenir journaliste, Chantal Kanimbo choisit l'ISTI, l'Institut des sciences et techniques de l'information, devenu plus tard IFASIC, l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. Elle en sort en 1991 avec un diplôme de licence en journalisme, politique extérieure et critique littéraire. Très ambitieuse et courageuse, elle réussit à se faire engager à la télévision d'État avant même d'obtenir son diplôme de journalisme. De 1987 à 1990, elle combine les études, le travail de speakerine à la chaîne publique et la présentation des émissions sportives, à savoir Prolongation et Sportmania. Une fois son diplôme de journalisme en poche, elle est affectée à la direction de l'information où elle preste à partir de 1991 comme chroniqueuse puis reporter avant de présenter le journal télévisé. En 1994, elle se donne l'occasion d'affirmer son esprit d'indépendance et son professionnalisme en lançant sa propre émission 200 de cloche consacrée au débat politique contradictoire entre acteurs politiques d'obédience divergente. La qualité de la modération, la hauteur de débat et surtout la qualité des questions débattues sont très appréciées par les téléspectateurs. Chantal Kanimbo devient ainsi la première journaliste politique à organiser ce genre de débat à la télévision publique. Elle poursuit sa montée en puissance à la RTNC et gravit tous les échelons. Rédactrice en chef adjoint chargée du desk, sous-directrice ad intérim des informations à la RTNC2, sous-directrice des informations chargée des reportages, sous-directrice des informations chargée du desk, puis sous-directrice des informations chargée des enquêtes et magazines. Elle est en même temps présentatrice des émissions politiques. Journaliste vedette à la RTNC depuis le régime de Mobutu, Chantal Kanimbo devient en 2004 la première femme présidente de l'UNPC, l'Union nationale de la presse congolaise, puis rapporteur et porte-parole du CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication depuis 2011. Merci à vous de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce Parole des femmes consacrée, vous le savez, à la rubrique Rencontre qui met en exergue une ou plusieurs invités. Comme nous l'avions annoncé dans le sommaire de l'émission de ce jour, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau celle qui a inspiré
toute une génération et qui continue à le faire depuis toutes ces années. Chantal Kanimbo, l'icône de la presse féminine audiovisuelle ici en RDC. Elle a écrit un livre, ça nous a poussé à la rencontrer parce que nous l'avions connue journaliste et pas du tout écrivaine. Les plus belles années de ma vie, un titre très évocateur, elle nous en parlera tout à l'heure. Mais avant tout, Madame Kanimbo, bienvenue sur ce plateau de Parole des femmes. Merci. Et merci en tout cas pour le temps que vous nous accordez. Ah, c'est moi qui vous remercie Malgré pour vos cet charges espace de communication, d'expression, et je suis très honorée. C'est la deuxième fois que vous Oui, me recevez. bien sûr, après autant d'années. Plusieurs années. Ouais. Oui. Comment allez-vous, Madame? Ça va, ça va. C'est vrai, nous avions connu journaliste, mais pas écrivaine. Était-ce un talent caché? Non, c'est pas tout à fait caché. Hein. Les journalistes, par essence, écrivent beaucoup. Exactement. Hein, et donc, c'est pas nouveau pour moi d'écrire. Peut-être j'ai tout consigné dans un livre qui fait près des 300 pages. Mais le journaliste a l'habitude d'écrire et donc on est des écrivains du temps présent, comme on dit. Et là, je raconte un peu de mon passé, de mon présent, en me projetant peut-être aussi dans l'avenir. Ça vous a pris combien de temps pour écrire ce livre? D'abord, vous décidez. D'abord, vous décidez. Non, d'abord, c'est un vieux projet qui date d'il y a plusieurs années. C'est vrai qu'à une certaine période, j'ai pensé écrire uniquement sur 2 sons de cloche. J'ai pensé écrire sur l'exercice de la liberté de la presse. J'ai pensé écrire sur pas mal de choses. Et puis, il y a eu un déclic en moi qui a fait que je me dis, mais pourquoi pas, je raconte tout ça. J'ai déjà fait pas mal d'années dans le secteur de la profession. Je suis en détachement. Je travaille au sein de l'autorité de la régulation, donc un peu détaché de la pratique professionnelle. Je regarde tout cela, toute cette pratique aujourd'hui avec détachement. Et donc, je me suis dit, tiens, ça me permet quand même de regarder les choses de manière détachée, de manière éloignée. Et donc, je peux raconter tout cela en étant un peu comme observateur et de ma vie personnelle, mais en même temps de ma vie professionnelle. Et donc, ça a commencé. Ça m'a pris, je dirais, 2 ans quand même pour achever l'angle que j'avais finalement décidé de prendre. Et finalement, profitant aussi des confinements avec Covid. Donc, j'ai eu le temps pas mal pour pouvoir finaliser la rédaction du manuscrit. Et en lisant cet ouvrage, Madame, que voulez-vous que le lecteur puisse retenir? Écoutez, le partage d'expérience d'abord, parce que dans les livres, j'aborde plusieurs aspects des faits sociaux aussi, mais également ma lecture de la vie politique dans notre pays, ma lecture de la pratique du journalisme dans notre pays, ma lecture de l'activisme de la société civile, parce qu'à un certain moment, j'ai été impliquée dans l'activisme de la société civile, et donc je me suis dit, pourquoi pas partager cette expérience avec les autres. On dit les paroles s'envolent, les écrits restent, et donc c'était quand même de laisser une marque par rapport à tout ce que j'ai fait dans la vie. Vous m'appelez icône. Hein? Ah oui, vous l'êtes. Et donc c'est une sorte de responsabilité. Merci pour votre modestie, mais vous l'êtes. Et donc c'est une sorte de responsabilité. J'ai dit, bon, il faut quand même que je laisse cette expérience qui a inspiré, qui inspire pas mal de jeunes pour s'élancer dans le métier de journaliste. Absolument. Rappelons que le vernissage avait eu lieu en juin 2022. Avez-vous reçu des remarques surprenantes de la part de lecteurs jusqu'ici? Des lecteurs? Oui, bien sûr, de l'ouvrage. Des lecteurs du livre? Oui. À ma paroisse, il y a un paroissien qui m'a abordé pour me dire « Tu as parlé du sexe ?» J'ai dit non, je n'ai pas parlé du sexe, j'ai parlé de la sexualité. Voilà, c'est différent. De l'éducation sexuelle, c'est différent. Exactement, c'est différent. Parler du sexe, c'est l'acte sexuel. Or là, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit tout simplement de l'éducation sexuelle, parce que j'ai compris
que dans certaines cultures, les différentes cultures dans notre pays, il y a des pratiques qui sont faites. Il y a une sorte d'initiation à l'éducation sexuelle qui est faite. Et donc j'ai dit, je vais partager cette expérience-là que j'ai vécue personnellement par rapport à ce que j'avais reçu de mes parents. C'était un choc pour moi d'apprendre qu'il y a certaines choses qui se faisaient, parce que quand je grandissais, quand ma mère m'apprenait à grandir, à devenir femme, elle ne m'a jamais parlé de ces pratiques-là. C'était tabou. Oui, et donc c'était la première fois d'entendre ça, et ça m'avait fait un choc. Exactement. Et ça m'est resté, mais bon, je n'étais pas d'accord avec ma tante, je lui ai gentiment dit. Moi, j'avais 13 ans, 14 ans, moi, maman ne m'a jamais dit cela. Je vais attendre quand elle va venir, parce que c'était quand on était allé à Lubumbashi après le décès de notre papa. J'ai dit, on va attendre quand maman sera là. Si elle me dit, oui, d'accord, ça se fait, je vais le faire, mais pour le moment, je ne peux pas faire ça, parce que c'était assez choquant pour moi. Et donc, je parle de mariage arrangé, parce que toujours avec ma tante, il y a eu un mariage arrangé, alors que je venais à peine d'avoir 15 ans, pour quelqu'un que je ne connaissais pas. J'ai dit, non mais attendez, c'est quoi ça? Moi d'abord, je dois étudier. Maman m'a dit, il faut que j'étudie, donc je dois terminer mes études, donc voilà. Et donc ce sont ces faits sociaux que j'ai abordés pour en parler. Dans les livres, j'évoque également la question de blanchiment de peau, la question de représentation, parce que j'ai gardé un souvenir assez marquant, un cadeau que mon père m'avait offert, une poupée noire. Et donc j'aimais beaucoup cette poupée noire. Comment s'appelait-elle? J'ai oublié le nom que je lui avais donné, mais j'aimais beaucoup parce que je me retrouvais. Elle avait la même couleur de peau que moi, elle avait les cheveux crépus comme moi, et donc j'avais d'autres poupées qui étaient des races blanches, et donc j'aimais particulièrement celle-là. Elle était votre préférée? Oui, parce que je me retrouvais. Exactement. Et donc j'ai compris qu'il y a une question de représentation, parce que j'avais suivi le reportage d'une femme sud-africaine qui passait son temps à chercher des poupées de race noire pour sa fille. Elle n'en trouvait pas, et elle a décidé d'en fabriquer. Voilà, c'était parce que la représentation, l'image de soi, qu'on se renvoie, qu'on se regarde dans le miroir est important. Alors jouer avec, c'est pas une question de racisme, mais jouer avec des poupées des races blanches, parce que je me souviens, j'avais envie d'avoir les cheveux aussi lisses. Comme les Européens, comme les autres. Comme les Européens, comme les poupées que j'avais. Et donc j'ai réfléchi sur la question en me disant, je comprends la question du blanchiment de la peau, parce que quand on a grandi en jouant avec une poupée blanche, c'est une représentation. Absolument. Et donc, ça joue dans le psychique. Ça joue dans le psychique. Et donc on s'est dit, bon, moi je voudrais être comme elle. Parce qu'on pense que c'est l'idéal. Et donc on cherche à se blanchir. Exactement. Et on s'oublie. Voilà, et on s'oublie. Exactement. Et donc c'est important, ce sont ces genres de réflexions que j'ai mais c'est super intéressant dans les livres. Et donc je voulais partager ça avec les lecteurs. Alors, édité chez l'Harmattan, en couverture, nous voyons une Chantal Kanimbo assise sur une chaise de jardin, très détendue, de rose vêtue, avec un sourire qui en dit long. Comment peut-on interpréter cette image? C'est vrai, hein? Les plus belles années de ma vie. Dans les plus belles années de ma vie, pour moi, ce n'est pas seulement les belles expériences vécues, mais c'est également les mauvaises expériences qui servent des leçons et qui permettent de faire des ajustements dans la vie et de changer de conduite, de changer d'objectif. Et donc, il y a des expériences assez douloureuses que j'ai écrites dans ce livre, mais toutes ces expériences douloureuses m'ont permis de me forger et d'être ce que je suis aujourd'hui. Et donc, j'ai dit, ça fait partie, tout cela, des plus belles années de ma vie, que ça a été des choses douloureuses ou des choses heureuses, ça fait partie de ma vie. Et donc, ce sont les plus belles années de ma vie. Pour le moment, peut-être qu'il faudrait écrire un deuxième tome, pourquoi pas? On verra. Pour raconter la suite. Si Dieu le veut bien. Pourquoi pas. Les plus belles années de votre vie, c'est vrai, ça relate, ça remonte à tout, les bons et les mauvais côtés qui font partie de votre expérience. Mais on peut résumer ça à combien d'années? Depuis votre jeunesse jusqu'à aujourd'hui?
En tout cas, je raconte le livre à ma naissance, l'expérience... la jeunesse, l'adolescence. De l'adolescence, l'expérience de la jeunesse, ma perception du monde et mon expérience, mes études d'abord, et puis mon expérience professionnelle. Exactement. Mais les plus belles années de votre vie, les plus belles années de ma vie, s'il faut le dire ainsi, c'est les mauvais côtés, mais aussi les bons côtés. Exactement. Ces années ont-elles été réellement belles? Lorsque vous dites ça, à quoi pensez-vous en premier? Quand j'ai dit les plus belles années voilà. de ma vie... Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier? Mon expérience professionnelle d'abord. C'est ça qui vous a le plus marqué. Hein? Ça, c'est un rêve. J'ai été beaucoup marquée. Mon père, il est parti, j'étais très jeune, mais les quelques années que nous avons vécues ensemble, il a quand même marqué ma vie par un certain nombre de choses, surtout par la lecture. Il lisait beaucoup, il avait une riche bibliothèque. Et donc, je me souviens, toute petite, quand j'ai appris à lire et à écrire, et donc je m'amusais à faire comme lui. Prendre ses livres, m'asseoir et lire. Je lisais des livres, même si je comprenais pas les fleurs du mal. Je lisais. Et vous lisiez quand même? Oui. Le rouge, le noir, je lisais. Mais les mots, je les voyais, je comprenais pas, mais j'aimais bien lire. Et donc, j'ai grandi avec ça. Et lui-même, quand il revenait de voyage, il nous ramenait des livres pour des jeunesses, les bandes dessinées, etc. Et donc, toutes ces lectures m'ouvraient l'esprit au monde. Et donc, j'ai compris qu'il y avait des choses merveilleuses dans le monde. Et donc, c'est peut-être ça aussi. Et les journalismes, parce que le journaliste, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Dans les lectures que j'ai faites, j'ai appris que le journaliste, c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup, qui allait à travers le monde pour chercher l'information. Et ce métier-là m'a plu. Et donc, quand je regardais la télé, je voyais les journalistes, je me disais, moi aussi, je vais faire ce métier, je vais devenir journaliste. Et donc, il y a, comme ça, dans notre vie, il y a des choses qui nous marquent et qui nous déterminent. Parce que moi, j'ai été déterminée par cette influence de la lecture de mon père. Et donc, ça m'a déterminée. J'ai dit, il faut que je devienne journaliste. Parce que quand on est journaliste, on lit beaucoup, on voyage beaucoup. Et donc, on est en contact avec tout le monde. Et donc, ça m'a déterminée. Et voilà. Et donc, j'ai grandi avec ce rêve. Bon, peut-être qu'il y en a des journalistes qui m'ont impressionné, que j'ai regardé à la télévision, qui m'ont impressionné, parce que quand je grandissais, je me fabriquais une caméra, je mettais des mots, je m'asseyais. C'est une véritable passion, hein? Voilà. Oh là là. Voilà. Et quand j'ai commencé à passer à la télé, tous ceux qui m'ont vu grandir, ils ont dit, voilà. Il fallait seulement qu'elle fasse ce métier-là. Et donc, voilà. Et ça, je crois que c'est une bénédiction. Ça n'arrive pas à tout le monde de pouvoir réaliser son rêve d'enfant, de pouvoir devenir ce qu'on a souhaité devenir, on a rêvé d'être. Il y a des circonstances exactement, qui peuvent changer. Tout peut changer. Il y a des circonstances de ma vie qui auraient pu me détourner de cela. Mais je crois que j'ai pu avoir la force de caractère nécessaire pour croire en mon rêve et pour chasser mon rêve et pouvoir le réaliser. Certes, vous l'aviez dit, votre père est parti très tôt, mais il vous a donné le goût de la lecture. Aviez-vous eu l'occasion de parler avec lui, sur votre avenir? Est-ce qu'il savait que vous allez devenir journaliste? Et si aujourd'hui il était encore vivant, serait-il fier de vous? Non, je pense qu'il sera fier de moi. Non. J'avais 12 ans et donc à cet âge-là... Encore trop jeune? Oui. Je ne me souviens pas, aussi loin que j'essaie de remonter dans mes souvenirs, je ne me souviens pas avoir parlé de cela avec lui, parce que je venais d'avoir 12 ans quand il est tombé malade et il revenait d'un voyage et puis voilà. Il est parti. Mais je pense que parfois je me dis, certaines circonstances peuvent être douloureuses, mais ces circonstances peuvent vous aider
à vous conduire sur le chemin sur lequel vous voulez partir. Souvent, je réfléchis, je me dis, bon, peut-être s'il était là, peut-être je ne serais pas devenue ce que je suis. Parce que la facilité de la vie, parce que déjà, il me promettait de m'offrir un véhicule à 16 ans, quand j'aurais mes 16 ans, à 13 ans, 12 ans et demi déjà, il m'apprenait à conduire. Et donc je me disais, bon, peut-être j'aurais été une enfant gâtée, peut-être que je n'aurais pas été assez motivée pour pousser loin mes efforts pour pouvoir devenir ce que je voudrais être. Exactement. Mais je pense qu'il aurait été très fier de moi, de ce que je suis devenue. Les plus belles années de ma vie se résument justement dans cette carrière professionnelle. Vous avez, grâce à Dieu, réussi à atteindre votre objectif. Vous êtes resté focus parce que c'est une grâce, vous l'avez même vous-même reconnu. C'est un souvenir que vous garderez durant toute votre vie. Et si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez rectifier dans ce parcours? Par rapport à mon parcours professionnel? Exactement. Non. J'ai rencontré hier une dame qui m'a dit que je lui avais donné envie de faire le journalisme, malheureusement. Elle a fait autre chose, elle a fait les droits. Je lui ai dit, tiens, moi aussi, c'était mon deuxième choix. Parce que je me disais, si je n'arrive pas à faire le journalisme, qui est ma passion, c'est ça que je veux, je vais faire le droit pour devenir avocate. Je lui ai dit c'était dommage, mais moi j'ai réalisé mon rêve, et donc voilà, j'ai de la chance, etc. Non, je ne pense pas que j'aurais changé quoi que ce soit dans mon parcours professionnel. Je suis heureuse de la carrière que j'ai menée au sein de la télévision publique. Je ne pense pas que j'aurais pu changer quoi que ce soit. Je pense avoir réalisé, avoir apporté ma contribution dans la construction de la démocratie, du débat public avec les émissions que j'ai réalisées. C'était pas facile. Et donc je pense que je n'aurais rien du tout changé à ça. C'est vrai, vous le dites avec assurance. C'est ça qui nous fait plaisir. Madame Kanimbo, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes, je vais encore le répéter, l'icône et vous avez motivé beaucoup de gens. Êtes-vous de ceux-là qui pensent que le métier de journalisme, enfin, le journalisme, c'est plus une passion qu'un métier? Est-ce qu'il faut être passionné pour bien exercer cette profession ou le faire justement parce que c'est un métier? Exactement. Parce que dans un des livres que j'ai lu, c'était écrit par un journaliste, globe-trotter, et il raconte une anecdote. Il était en train de découvrir un accident de circulation. Et donc, il menait ses investigations pour voir qu'est-ce qui s'était passé, comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé à cet endroit-là, parce que c'était le énième accident qui arrivait à cet endroit-là. Et donc, il faisait les tours sur le lieu de l'accident, il s'arrêtait, il réfléchissait, il prenait des notes, etc. Alors, il y a un enfant qui l'observait et qui lui dit « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Alors il dit, non, moi je suis journaliste. Il dit, journaliste c'est quoi? Alors il lui explique. Alors il dit, qu'est-ce qu'il faut pour devenir journaliste? Il dit, il faut d'abord terminer tes études, mais pour être journaliste, il faut d'abord l'avoir été. Donc effectivement, c'est une question de passion. Donc il faut avoir une vocation pour devenir journaliste. Il faut avoir le talent, il faut avoir déjà la disposition, et quand on va suivre les cursus de formation, c'est juste pour nous aider à mettre en pratique ce qui est déjà en nous. Et donc effectivement, le journalisme, c'est une passion. Il faut, je pense que c'est comme ça pour tous les métiers, mais il faut l'aimer, il faut d'abord l'avoir été pour pouvoir rêver de le devenir. Donc moi je l'ai été avant de le devenir, et donc pour le devenir je suis allée à l'ICI pour suivre la formation qui me permettrait d'avoir les armes, d'avoir les moyens pour pouvoir exercer le métier. C'est un métier passionnant, c'est une passion, parce que je pense que
quand on veut devenir milliardaire, hein, il faut pas faire le journalisme. Hein. Non, pas du tout. Voilà. Et donc, il faut être entrepreneur, etc. Voilà. C'est un métier qui passionne les gens. Ceux qui embrassent ce métier, ils sont passionnés par ça. Ils regardent d'abord ce que ça apporte à la société avant de voir ce que ça peut leur apporter financièrement. Et au sein de la télévision publique, la RTNC, Télé Zahir à l'époque, etc., vous aviez été journaliste politique. Alors, comment était votre quotidien? Bon, le quotidien d'un journaliste, hein, d'abord à la rédaction, vous vous retrouvez pour la conférence de rédaction, où vous discutez, vous débattez des sujets susceptibles de faire des sujets pour les journaux. Et bon, il y a les assignations, vous allez à un reportage, vous êtes à la rédaction. Et donc moi, j'ai été affectée d'abord à la rédaction. Et puis, bon, en gravissant les échelons, j'ai fait les tours de tous les départements de la direction de l'information, sous-direction technique, sous-direction des enquêtes et magazines, sous-direction de desk. J'ai fait tous les tours et donc ça m'a permis d'avoir de l'expérience, de l'expérience, des compétences nécessaires pour devenir directeur. Et donc le quotidien, c'est un quotidien de journaliste avec chacun ses responsabilités selon les échelons au sein de la rédaction. Et donc quand j'ai commencé, je n'étais que simple journaliste. Et après, j'ai eu des responsabilités pour des rédactrices. Rédacteur en chef, non, je dirais rédactrice en chef pour lire les papiers des uns et des autres, corriger, etc. Et puis après aller en reportage, et puis aller décider des sujets, des enquêtes à organiser ou des grands dossiers à organiser. Et donc c'est ça le travail du journaliste, de beaucoup lire, de beaucoup s'informer, parce que le quotidien, il faut, avant de venir à la rédaction, pour la conférence des rédactions, il faut suivre les infos, ce qui s'est passé dans le pays, ce qui s'est passé partout dans le monde, parce que ça peut inspirer des sujets pour le journal télévisé. Contrairement à ce qu'on pense, c'était à l'époque parti État, mais les conférences de rédaction, c'était quand même beaucoup plus sérieux que maintenant, je pense, parce que tout était décidé, discuté à la conférence des rédactions. On avait des cracks comme responsables des directeurs, les Kibandi Chintois, les Mbaï Kabunda, les Lombatenda. Et donc, quand on venait le matin, nous, journalistes stagiaires, on se faisait tout petit pour apprendre, etc. Face à ces grosses légumes. Mais voilà, malheureusement, aujourd'hui, il y en a qui arrivent, qui pensent tout de suite que tout est servi sur un plateau. Voilà. Et tout. On se construit. Vous ne pouvez pas venir vous frotter un Mbaï Kabunda qui a autant d'années d'expérience, qui connaît les béabas du métier, et vous venez de rentrer, vous pensez que vous êtes au même niveau, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de modestie actuellement. C'est mon observation. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de modestie. Moi, le premier papier, je crois que je raconte ça dans le livre, le premier papier que j'ai écrit, j'ai remis, j'étais très fière de moi, je venais des listiges, j'ai remis à Mbaï Kabunda. C'est quoi ça? Mon Dieu, ton choix. Vous étiez frustré, mon Dieu, après autant d'efforts. Non, moi j'ai dit, ok. Ah ben je pensais que j'étais déjà arrivé, non mais c'est pas ça. Et donc ça m'a motivée, et donc je suis allée, je me suis documentée, j'ai travaillé, etc. Et quand je lui ai amené, il a regardé, il a suivi, il a donné un responsable, bon prends ça, on va... C'était quand même un bon début. Hein. Tout à fait. C'était un bon début. Mais c'est triste aujourd'hui de constater exactement. que il y a trop de les jeunes légèreté. qui arrivent n'ont pas la modestie d'apprendre auprès. C'est vrai, on fait 5 ans à lycée pour apprendre. Mais ça, on n'a pas la pratique. La pratique, c'est toute une autre histoire. La pratique, c'est tout à fait autre chose. Donc,
il faut avoir la modestie d'accepter, d'écouter des aînés qui ont commencé dans les métiers et de vous orienter, de vous encadrer pour vous transmettre ce qu'eux, ils ont appris au fil du temps comme expérience. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez un mentor, une personne qui vous guidait Pardon? Quand vous avez commencé, est-ce que vous aviez à l'époque un mentor, une personne qui vous guidait pour vous apprendre les rouages dans la vie professionnelle, bien entendu? Oui, mentor, personnellement, bon oui, un ami avec qui on discutait, etc. Parce que c'est avec lui que j'ai fait mon premier passage dans le journal télévisé, c'est Kibambi Chintois. Et c'était un ami et c'était mon chef et puis on est devenus des amis quand même. Et donc oui, c'était un mentor parce qu'il m'avait fait un compliment encourageant quand la première fois que je suis passée dans le JT, j'ai fait mon papier, etc. Après, entre deux éléments, il me dit comme ça en swahili, Mutoto. On attend pour pita nani peke mukuba. Donc tu veux me dépasser, moi ton maître. Et donc j'avais pris ça comme un compliment. Et une motivation. Une motivation, ça m'avait encouragé. Et récemment, j'ai reçu l'appel d'un ancien stagiaire que j'encadrais. Ah bon, il m'a dit des choses dans les mêmes termes que moi je disais à Kibambi. Et donc j'ai dit, bon, ok, parce qu'il a apprécié l'encadrement qu'il a eu auprès de moi quand il passait son stage à la RTNC. Madame Kanimbo, en tant que journaliste, on va dire politique, comment travaillez-vous face à des situations très délicates? Comment gérez-vous cela? Il y a l'éthique. On va dire politique, oui, voilà. C'est tout simplement. Voilà. Donc l'éthique, le respect de l'éthique et de la déontologie fait que vous restez professionnel et que vous faites votre métier selon les règles professionnelles établies. Et voilà, c'est ça qui permet de gérer tout ça. De gérer la pression politique, de gérer toutes les influences extérieures et de pouvoir garder son esprit critique, indépendant pour pouvoir faire ce que vous pensez que c'est ce que vous devrez faire dans l'intérêt général. Avez-vous déjà eu peur pour votre vie en exerçant ce métier, surtout avec le créneau politique, c'était entre guillemets hyper dangereux, et vous étiez déjà arrivé d'avoir eu peur pour votre vie? Vous étiez-vous senti exposé? Si on a peur pour sa vie, alors autant arrêter de faire le journalisme. Ça ne vous est jamais arrivé? Au contraire, ça vous motive? Autant arrêter de faire le journalisme. Dites-nous tout. Non, mais les risques, dans tout métier, il y a des risques, et donc il faut savoir les affronter, les gérer et aller de l'avant, sinon on s'arrête et on ne fait plus rien. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'obtenir ce que je veux. En fait, les journalistes, c'est quoi? Quand on pose des questions, on a déjà une réponse, quoi. Mais on pose les questions de manière à faire dire ce que voudrait entendre la personne interviewée. Et tant que vous n'avez pas eu votre réponse, on continue à titiller. Vous allez tourner la question dans tous les sens. On reformule. Pour reposer de manière à ce que vous puissiez obtenir ce que vous voulez, parce que vous savez déjà ce que vous voulez par rapport au background du sujet que vous avez étudié, que vous avez préparé, etc. Et vous connaissez les tenants et les aboutissants. Et donc, puisque vous ne pouvez pas lui dire, il faut lui faire dire à celui qui a cette information, qui a cette autorité pour pouvoir sortir la vérité que vous connaissez, que vous ne pouvez pas dire parce que vous n'avez pas l'autorité nécessaire pour pouvoir dire cette vérité-là. Madame Kanimbo, combien d'années de carrière en journalisme? Pardon? Combien d'années de carrière en journalisme? Bon, à la RTNC, plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Je crois que j'avais plus de 25 ans quand j'ai pris mon détachement pour venir au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Et quelles sont les rencontres qui ont fait à ce que ce parcours soit encore un peu plus beau? Les rencontres professionnelles. Absolument, nous sommes dans la profession. Mais les rencontres professionnelles, c'est d'avoir justement pu interviewer
les grandes personnalités de ce pays. J'ai rencontré parfois des gens qui me disaient, je disais, non mais toi là, je peux pas venir chez toi. Hein. Moi je dis non mais pourquoi? Non mais non, toi tu cuisines, les gens là, je peux pas venir chez toi. Non, les rencontres politiques, c'est comme ça que à la présentation de mon livre, j'avais décidé d'inviter toutes ces personnalités qui avaient accepté, qui ont fait le succès de l'émission 200 de cloche, parce que c'était pas évident à l'époque. Ouais. On venait de sortir du parti État, du monolithisme, et nous apprenions c'est que la démocratie. Et donc ce n'était pas aussi évident de voir toutes ces personnalités, ces grandes personnalités, ministres qui occupaient des grandes responsabilités dans le pays, accepter de venir débattre sur le plateau de 200 de cloche. Oui, et ça, ce sont de grandes rencontres qui ont fait ma carrière professionnelle. Vous étiez à l'époque l'une des présentatrices vedettes du journal télévisé au sein de la RTNC, la chaîne publique. Comment avez-vous réussi à gérer cette célébrité? Parce qu'à l'époque, il faudra le rappeler, il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision. Non, non, pendant le parti État, avant 90, on avait deux. On avait Télé Zaïre et Télé Congo. Oui, bien sûr, puisque nous parlons de la RDC, vous étiez facilement repérable. Hein. Alors, comment aviez-vous réussi à gérer cette célébrité? En dehors, dans la rue? Bien sûr, bien entendu. Vous étiez une célébrité. Etc. Mais moi, je n'ai jamais été... je n'aime pas aborder ces gens, on va se faire des choses. Mais je vais quand même le dire. On pense que parce qu'on travaille à la télévision, on est regardé à la télévision, on est accessible. Facilement accessible. Oui, voilà, on est accessible. La télévision, c'est juste l'objectif là, que je regarde. Et donc, derrière, il n'y a personne d'autre. C'est vrai, dans la rue, quand vous sortez, il y a des gens qui peuvent vous reconnaître dans la rue, c'est normal, mais ça ne veut pas dire que nécessairement vous êtes accessible à tout le monde. J'ai, à mes débuts, quand j'étais encore speakerine, parce que moi j'avais commencé comme speakerine, on appelle du guéri, de l'entrée principale. À la guéri, on m'a dit, il y a un visiteur pour vous. Moi je dis oui, je suis occupée pour le moment. Bon, quand j'ai terminé ici, bon, je peux sortir le rencontrer. Et donc je sors pour le... Il entre dans la scène de la cité de la Voie du Zaïre à l'époque. Et moi je ne le connaissais pas. Bon, lui bien entendu, il me croise, il dit ah oui c'est moi, etc. Il m'a dit ok. Voilà, non, voilà, je vous apprécie beaucoup, etc. Je voudrais vous inviter. Moi je dis m'inviter, bon, oui, pour qu'on fasse connaissance, etc. Je veux vous remettre un peu d'argent. Moi je dis pardon. Oui, je veux vraiment. Moi, je dis, messieurs, je comprends que vous puissiez m'inviter, etc. Mais pourquoi vous voulez me remettre de l'argent? Pourquoi? Je veux dire comme ça. Je dis, monsieur, excusez-moi, je suis bien éduqué. Sinon, je vous aurais giflé sur place. Mais je vous dis au revoir. C'était indécent. Très indécent. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a une mauvaise perception quand même. On pense parce qu'on est regardé à la télé et donc on pouvait être abordé par n'importe qui, de n'importe quelle manière. C'est un métier à risque parce qu'on est exposé entre guillemets. Et donc, il faut savoir mettre les limites pour éviter que les gens vous prennent pour ce que vous n'êtes pas. Ça, je crois, en étant femme, c'est plus compliqué pour nous, les femmes, de travailler dans ces secteurs parce qu'on est femme, parce qu'il y a toujours des appréciations péjorative par rapport à la femme. C'est comme au début quand la femme a commencé à travailler, secrétaire, etc. Bon,
On pense parce qu'elle est secrétaire et donc nécessairement il y a une histoire entre elle et son patron, etc. Donc, parce qu'il y a des préjugés comme ça qui existent sur la femme, alors que les hommes parfois se comportent de manière assez cavalière, mais comme la société est construite comme ça, dominée par les hommes qui fixent les règles, et donc ils peuvent se permettre parfois d'apporter des jugements sur les femmes, sans même les connaître, et ça nous amène à faire un effort, à travailler doublement, non seulement pour sa carrière professionnelle, mais également pour mettre les garde-fous. Oui, les limites nécessaires pour se protéger en vue de continuer à exercer son métier sans trop d'agression. Madame Kanimbo, vous insistez sur la personnalité, vous demandez à toutes ces femmes qui font ce métier d'avoir de la personnalité. Absolument, oui. Absolument, parce que je pense que la personnalité se forge par l'éducation reçue à la maison, par la formation reçue dans la vie. Et donc, si vous n'avez pas cette force de caractère nécessaire, je pense que ça sera difficile pour vous d'exercer certains métiers. Certains métiers qui sont à risque pour les femmes. Et donc, il faut justement se forger, avoir la force de caractère nécessaire qui permet de pouvoir lutter et je dirais se protéger, se protéger par rapport aux agressions extérieures à cause des préjugés qui existent dans la société humaine. Les plus belles années... Pas seulement ici, parce que j'ai lu d'autres journalistes qui ont écrit, françaises notamment, qui racontent également aussi certains aspects liés à ça, par rapport à la nature de la femme quand on exerce le métier de journaliste. Et maintenant, c'est de plus en plus les femmes qui se lancent dans le journalisme sportif, qui sont victimes des harcèlements, etc., de sexisme aussi. Beaucoup d'agressions, etc. Parce que pendant longtemps, ce sont des métiers qui étaient réservés aux hommes. Et donc, quand les femmes investissent ce métier, il y a toujours ces préjugés qui existent vis-à-vis de la femme. Les plus belles années de ma vie, c'est Mémoires édité chez l'Harmattan. C'est vrai, on l'a dit, ça résume beaucoup plus votre carrière professionnelle, Madame Kanimbo. Avant de dire ce que vous êtes devenue aujourd'hui, une dernière question. Quel est le plus beau ou le plus grand souvenir que vous gardez de ce métier de journalisme? Mon succès professionnel. C'est vrai. Le fait que je sois considérée aujourd'hui comme icône. Ça me... C'est une fierté. C'est une fierté. C'est une fierté d'avoir réussi quelque chose. Bon, en 2004, au congrès de la Refondation, en fait, j'avais postulé pour le poste de premier vice-président. J'avais été élu, bien entendu. Et puis j'ai pris les rênes après la crise qu'il y avait eu au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo. Et puis après, mon mandat a été légitimé au congrès de 2008, où j'ai été élue présidente. Oui, c'est vrai. Je suis la première femme à entrer au comité directeur de l'Union nationale de la presse du Congo. Et c'est aussi un motif de fierté personnelle. Absolument. À l'époque, quand j'étais présidente de l'UNPC, il n'y avait pas un combat personnel. Il y avait les résolutions du congrès qui avaient été prises. On avait confié un certain nombre d'actions que le comité directeur devait implémenter pour essayer d'assainir un peu le secteur de la profession. Et moi, je m'étais focalisée pendant mon mandat à la rédaction d'un annuaire, à l'identification des journalistes, parce que c'était important d'avoir cet annuaire, parce qu'on parlait des moutons noirs qui envahissaient le secteur et qui portaient préjudice à l'image de la profession. Et donc ce premier annuaire avait permis d'identifier un peu plus de 3000 journalistes
dans tous les pays. Ça, c'était en 2006, 2007, 2008. Et puis, bon, malheureusement, j'ai dû démissionner parce que je devrais venir au niveau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication parce que c'est le mandat du CESA qui était incompatible avec les responsabilités au sein de l'Union nationale de la presse du Congo. Madame Kanimbo, nous l'avions dit au début de l'émission, c'est vrai que vous êtes l'icône de la presse féminine audiovisuelle ici en RDC. Vous êtes vraiment très fière de votre parcours car vous avez réussi à matérialiser ce que vous avez toujours eu en tête, le rêve de devenir journaliste. Vous l'avez accompli et votre pratique professionnelle a inspiré beaucoup de jeunes femmes, jeunes filles encore aujourd'hui. Alors, quel conseil pouvez-vous prodiguer à toutes ces jeunes filles qui aujourd'hui voudraient emboîter le pas, puisque vous avez déjà transmis le virus? Quels seraient les conseils pour elles? Il faut d'abord avoir un rêve. Quand vous rêvez de pouvoir devenir tel ou tel, ça vous motive et ça vous permet de mettre tous les moyens nécessaires pour pouvoir atteindre cet objectif. Et puis après, il faut travailler encore et toujours. C'est ça le secret d'un succès professionnel. Ce n'est pas seulement dans le journalisme, je pense que c'est partout. Tant que vous ne travaillez pas, vous pensez que tout va se faire seul, vous n'arriverez pas à atteindre votre succès ou votre objectif. Voilà. Alors comment peut-on se procurer ce livre, Les plus belles années de ma vie? Sur le site de l'Harmattan, vous pouvez commander, on va vous livrer le livre en papier. Si vous voulez le e-book, on vous envoie un lien où vous allez le lire. Mais ici, j'avais fait venir un lot et on peut en trouver au Rotana, le kiosque. Voilà, c'est le kiosque de Rotana. Rotana. En tout cas, Madame Kanimbo, ça a été un plaisir, un honneur pour nous d'avoir eu la chance de discuter avec vous par rapport à votre parcours, un parcours très enrichissant. Et merci de nous avoir inspirés. C'est moi qui vous remercie. Nous allons, mesdames, messieurs, avant de mettre un terme à l'émission de ce jour, vous proposer la rubrique Clin d'œil. Regardez. Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Margrethe II, 82 ans, est désormais l'unique reine d'Europe à régner. Les Danois n'hésitent pas à surnommer Daisy cette souveraine populaire, connue pour son franc-parler et ses talents artistiques. Fin septembre 2022, elle a décidé de retirer à ses petits-enfants leur titre princier pour leur permettre de vivre une vie normale, provoquant ainsi un véritable tsunami familial dans un royaume jusqu'ici sans vague. C'était le 28 septembre 2022 dernier. L'annonce a fait l'effet d'une bombe. Sa Majesté la Reine souhaite donc créer un cadre dans lequel ses 4 petits-enfants pourront façonner leur propre vie dans une bien plus large mesure, sans être limités par les considérations et obligations particulières qu'implique une affiliation formelle à la maison royale, précise le communiqué officiel. L'annonce est intervenue une semaine après les funérailles d'Élisabeth II à Londres. Et depuis, les réactions abondent aussi bien dans la presse, chez les sujets de la reine, mais surtout au sein même de la famille royale. Rarement une femme aura autant fait parler d'elle au Sénégal. Aminata Touré sème le trouble dans les alliés du pouvoir en s'attaquant de front au président qu'elle a servi et à travers lui aux attitudes patriarcales. Elle a déjà ruiné l'infime majorité parlementaire sur laquelle le président Macky Sall comptait jusqu'à la présidentielle de 2024, vers laquelle tous les esprits sont tournés. Elle entend continuer à secouer l'appareil et caresse le projet de concourir à la présidentielle, s'il le faut, contre ce Macky Sall qui entretient une totale incertitude sur ses intentions. Aminata Touré, 60 ans, dit s'être montrée loyale pendant plus de 10 ans, du moment où elle a quitté les Nations Unies pour rejoindre l'équipe de celui qui n'était pas encore président jusqu'à ce 12 septembre 2011 où, à la dernière minute, Macky Sall, lui, en a préféré un autre pour le poste de président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité de l'État.
Macky Sall lui avait promis le poste si et seulement si elle acceptait de mener la campagne des élections de juillet pour la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, dit-elle. Il l'a lâchée parce qu'il savait qu'elle s'opposerait à ce qu'il effectue un troisième mandat, dit-elle. Le sujet est appelé à dominer le débat des prochains mois. Macky Sall, élu en 2012, réélu en 2019, reste flou sur ses desseins. Entre-temps, la constitution sénégalaise limite à 2 le nombre de mandats. Une candidature risquerait donc de provoquer des vives tensions, comme le fit celle du président sortant, Abdoulaye Wade, en 2012, dans un pays réputé comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest, mais pas étranger à la violence politique. Pour ses débuts sur la scène planétaire, Romane Dicko, déjà triple championne d'Europe et médaille olympique, est allée chercher sa première couronne mondiale à 23 ans, apportant à la France son premier titre de ces mondiaux. Céline Dion dans les oreilles pendant l'échauffement, ceinture porte-bonheur autour de la taille, Dicko a été expéditive en finale de plus de 78 kilos contre la brésilienne Beatriz Souza, mettant son adversaire Ippon en à peine plus d'une minute. Dans la route de la finale, Dicko, également triple championne d'Europe, s'était défaite par Ippon de la chinoise Su Xi pour son entrée en lice au deuxième tour avant de signer 2 Wazari contre la néerlandaise Marit Kaps en quart de finale. Au terme de la dernière journée des compétitions individuelles et avant l'épreuve par équipe, le 6 octobre dernier, la France compte donc 4 médailles, dont un titre. Ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Parole des femmes, c'est terminé pour aujourd'hui. Ça a été un plaisir pour nous de vous l'avoir proposé et présenté. Merci en tout cas pour l'attention accordée. Merci pour vos remarques et suggestions au numéro qui est bien sûr affiché au bas de vos écrans. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine.